on est dans un contexte à Ouaddaï-Dioko extrêmement original, je dirais certain, dans le sens où on est une toute petite commune donc à l'échelle de la Guyane, comme je l'ai rappelé hier, avec un peu près 1400 habitants, donc essentiellement des Kaliens, et avec pour contrainte sur les aspects notamment de développement économique, un régime foncier particulier. Alors, sur terrain d'État, on a un usufruit. Et donc, nous ne sommes pas propriétaires des terres sur lesquelles on vit. C'est très particulier. Il n'y a pas de propriété individuelle. C'est un usage collectif qui est fait des terres d'État. Donc ça, c'est un élément important dans le cadre de réflexion liée aux politiques de développement sur un territoire comme celui-là. Dans ces communautés, on a énormément de mal à essayer de faire acquérir la question de l'esprit d'entrepreneuriat, comme on peut l'entendre dans d'autres territoires. On a du mal à se projeter au-delà de demain ou du surlendemain. Au-delà de ça, on n'arrive pas à exprimer ce qu'il y a au-delà. On vit au jour le jour, on vit avec demain éventuellement, et au-delà, on n'arrive pas à se projeter. Et donc ça, c'est très très compliqué dans une société donnée. Je pense que Céline pourrait en parler aussi pour les Wayana et sur le Oyapok aussi avec les Wayanki, etc. On a vraiment du mal à se projeter dans un esprit d'entrepreneuriat qui prévoit de prévoir justement. Et ça, c'est très compliqué dans ce contexte particulier. La première chose que l'on a faite, et je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, c'est de mettre un accent particulier sur les questions patrimoniales, et notamment liées au patrimoine naturel, mais aussi au patrimoine culturel. Et dans ce patrimoine culturel, l'aspect matériel et immatériel. La première chose que l'on a faite, c'est de restaurer la place des chefs. Je rappelle que ce sont des populations qui ne sont pas reconnues par le gouvernement français, avec pour autant l'existence d'une chefferie traditionnelle, on dira, mais qui n'est pas du tout reconnue jusqu'à aujourd'hui juridiquement par l'État français. Et donc dans notre fonctionnement d'élus, il a fallu restaurer leur vraie place à ces chefs aux côtés de la municipalité. On a de fait deux autorités sur un seul et même territoire, des chefs et une municipalité. Leur donner leur place, c'est aussi leur donner des pouvoirs de décision par rapport à leur véritable place qu'ils doivent occuper au sein d'une société comme la société Kaligne. On a créé donc, je l'ai dit hier, mais je le répète parce que c'est important, une commission mixte donc avec à parité la présence d'élus et la présence des autorités coutumières, comme on dit souvent en Guyane, et pouvoir débattre des grands sujets concernant notre territoire. Et on s'est mis d'accord avec les représentants du village sur la question du patrimoine culturel notamment, et de sa mise en avant, je dirais, dans notre axe de développement territorial. Et ça s'est traduit du point de vue institutionnel à la consécration de pratiquement 60% de notre budget communal sur les questions culturelles. Or, nous, on a fait ce choix-là parce que pour nous, il était important, là aussi je le répète, de retrouver une certaine forme de dignité pour ces populations. Donc ça s'est traduit rapidement, dans un premier temps, dans un certain nombre d'investissements. On a construit une médiathèque. On l'a nommée médiathèque parce qu'il fallait rentrer dans les clous de financement, vous savez comment c'est, les critérisations de financement, etc. On l'a appelée médiathèque, mais en réalité c'est un centre pour des jeunes, autour de la formation, autour d'une bibliothèque, autour de l'accès au numérique, etc. On a mis en place des carrés communautaires, parce que ce sont des lieux de rassemblement, notamment dans le cadre des rôles et fonctions des chefs. Et on a mis en place une salle polyvalente qui pour nous était là aussi un lieu de rassemblement et d'expression, notamment de tout ce qui pouvait se traduire dans le volet culturel. Et parallèlement à cela, donc on a investi dans les premiers aménagements écotouristiques dans le village, avec des sentiers, avec de la visite organisée, avec de la formation, etc. Et ça nous a permis d'y voir un peu plus clair petit à petit. On se retrouve devant cette difficulté-là de reconnaissance de ce savoir-faire en question. Donc il a fallu
là aussi louvoyer techniquement, administrativement, pour pouvoir, dans le cadre de la présentation du projet, adosser un architecte qui n'a aucune connaissance dans la construction des carrés, mais dont on avait besoin pour le papier, en tout cas pour la signature posée sur à la fin du dossier. Ouais, ça vous fait sourire, mais c'est bête, mais c'est comme ça. Et pour la construction des pirogues, ça a été la même chose. Il a fallu passer, voilà, il a fallu passer là aussi par un organisme de formation agréé, mais qui en réalité ne nous apportait strictement rien sur le terrain. Mais il a fallu valider quelque part le projet avec une boîte de formation aguerrie à ces questions-là. Mais tout ça pour vous dire que des fois, les critères, ça ne correspond pas forcément au terrain, et ça, c'est extrêmement difficile. C'est un ancien village. C'est exactement ça. On a lancé ce qu'on appelle un chantier patrimoine, avec des jeunes, encadrés là aussi par des anciens, et qui avaient pour mission d'aller collecter, de faire un inventaire local, en fin de compte, localisé dans notre village, de tout ce qui pouvait être lié au patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez aller sur Internet. On a le web documentaire qui est toujours disponible sur Internet avec un certain nombre de modules que vous pouvez visionner. Donc, ça nous a permis, là aussi, de mettre sur ce chantier patrimoine des anciens, détenteurs de savoir, et des jeunes qui ont poursuivi donc une formation dans ce domaine-là, avec l'appui bien évidemment de Thomas, mais l'appui de la DAC, l'appui aussi du service régional de l'inventaire dans lequel travaillait à l'époque donc Céline ici présente. Et ça nous a permis de former ces jeunes dans ces métiers particuliers liés à l'inventaire, à la collecte d'informations, à la collecte de données tout simplement. Le quatrième volet, qui a été beaucoup plus long, c'est la question de la langue. C'est Madame, vous en parliez tout à l'heure par rapport au créole, et c'est important dans nos régions respectives. On a mis en place en 1998 ce qu'on a appelé un dispositif avec l'éducation nationale et l'appui de l'IRD, donc qui est un organisme de recherche notamment spécialisé sur les questions d'ethnolinguistique. On a mis en place ce que l'on appelle un dispositif d'intervenant en langue maternelle. Ce dispositif d'intervenant en langue maternelle a plus ou moins bien vécu, et ça a débouché il y a 2 ans de cela sur un enseignement bilingue officiellement reconnu par l'éducation nationale. Mais il a fallu 30 ans de combat pour pouvoir arriver à ce but-là. Mais c'était important pour nous parce que derrière ça, il y a la question non seulement de la réappropriation de la langue, de la pratique de la langue, parce qu'elle est largement pratiquée encore aujourd'hui, contrairement à d'autres localités. Et pour nous, il était important dans le cadre de la formation d'y associer des enseignants issus des communautés, donc qui sont formés, pour pouvoir par la suite donc enseigner cette langue. Aujourd'hui, on a d'ailleurs avec le CNRS le projet qui est largement... le mois prochain, on choisit l'architecte pour le projet. On installe une antenne du CNRS donc à Awalay et Limako sur les questions de recherche, conventionnée avec le président du CNRS et le ministère de la Recherche, parce que pour nous, il est hors de question que des organismes de recherche viennent, comme ça a été le cas pendant des décennies, viennent récupérer des données, repartent avec, les exploitent scientifiquement pour leur recherche, pour leur revue, etc., pour leur publication, et qu'il n'y ait aucun retour pour notre territoire. Donc aujourd'hui, les choses sont cadrées, et c'est dans ce cadre-là que se met en place l'antenne du CNRS à Awalay et Limako. Accompagnant tout cela, on a mis en place, parce qu'il fallait, tout au long de l'année, créer des moments de rencontre. Donc on a mis en place ce que l'on a appelé la journée du manioc, qui est devenue aujourd'hui la journée du cachilipo, qui est la base de notre gastronomie caligna. Et d'ailleurs, le 9 juin, pour ceux qui ont la chance peut-être d'être en Guyane, venez nous rendre visite parce que l'édition de cette année se déroule à ce moment-là. Et donc, ça permet de mettre en avant, du point de vue économique, toute la production et la transformation du manioc dans les différentes communautés de Guyane. Parce que pour nous, là encore, il faut ouvrir la communauté caligna, donc à l'ensemble des communautés présentes en Guyane. Et dans tout ce que l'on a essayé de faire sur Awalay et Limako, cette question d'ouverture est omniprésente.
On a mis en place parallèlement ce qu'on appelle la nuit du Samboula, qui est une rencontre de tambours traditionnels avec de la danse et de la musique chaque année, donc le dernier week-end de juillet, donc le 27 juillet prochain, donc on a notre édition 2019, et ça permet là d'avoir une rencontre avec plusieurs dizaines de groupes de tambours autour de ces rythmes kaliniens traditionnels et qui rassemblent pratiquement plus d'1 millier de personnes sur une soirée. Et on a mis en place enfin ce que l'on appelle les Jeux Kalinia, qui sont ni plus ni moins que des olympiades de jeux traditionnels, donc issus de l'activité des Kaliniens, avec là le rassemblement de pratiquement 3000 personnes sur tout un week-end. Donc je rappelle que le village a à peine 1000 et quelques habitants, donc vous imaginez l'impact que cela peut avoir. Et donc ces quelques rendez-vous étalés comme ça sur l'année nous permettent d'accueillir du monde et d'avoir un impact économique pour pouvoir dynamiser le territoire, le faire connaître et le faire visiter. Et ça impacte non seulement la commune d'Awala-Yalimako, mais la commune voisine de Mana, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en termes d'hébergement, de restauration, d'activités de visite, etc., etc. Cela nous a permis aussi d'avoir été labellisés, notamment sur les questions d'aménagement du territoire. On a été labellisé, donc on a concouru à un appel à projet du ministère de l'Aménagement du Territoire à l'époque sur la gestion intégrée des zones côtières, parce qu'on est en zone littorale et la partie littorale est extrêmement importante pour nous. Cette interrelation avec la mer et la terre est pour nous extrêmement importante et ça nous a valu d'être retenus au niveau national sur ces questions-là par rapport aux propositions que nous avions faites par rapport à notre territoire. On a répondu aussi à un appel à projet de l'Association des États de la Caraïbe qui nous a valu la labellisation comme zone de tourisme durable de la Caraïbe parce qu'on répondait à tous les critères liés à cette labellisation. Et évidemment, cette dernière labellisation dont on a parlé hier, donc la labellisation Pays d'art et d'histoire, qui a eu un long cheminement mais qui a abouti à cette labellisation avec cette importance particulière pour nous, c'est que ces labels permettent d'avoir de la visibilité et permettent évidemment d'ajouter de l'attractivité à notre petit territoire. Et aujourd'hui, on voit à quel point ça a de l'impact parce que l'hébergement se développe, de la restauration se développe, des produits touristiques dérivés. Quand je dis dérivé, c'est parce que Awala-Yalimako est connu essentiellement pour la ponte des tortues marines, les grosses tortues luttes, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité, on a 2 guides qui ont été formés, qui organisent des balades, etc., etc. Et donc ça permet de diversifier quelque part la simple visite des tortues pendant cette période de 6 mois dans l'année. Tout ça pour vous résumer en fin de compte l'impact que peuvent avoir des décisions d'ordre politique avec leur déclinaison dans les différents domaines que je vous ai indiqués là, avec en ligne de mire bien évidemment que les choses prennent au fur et à mesure sur le territoire et que l'initiative privée au fur et à mesure prenne de l'ampleur sur ce petit territoire. Voilà ce que j'avais à